Merci de rallier ce plateau dédié à la lutte au combat contre la corruption dans l'administration et dans les services chargés de la délivrance des actes d'état civil où les citoyens sont souvent bien confrontés à des tracasseries où la déception, hélas, est de mise alors que les citoyens devraient s'attendre à de la satisfaction face à des services administratifs légaux normalement attendus auprès de l'administration. Combien ne baffe-t-on pas lorsqu'on va se faire établir sa carte d'identité, rechercher un volet d'acte de naissance, un passeport ou se faire délivrer un quelconque acte administratif relève parfois du parcours du combattant. Un véritable parcours donc désespéré. Des fois, les citoyens, certains usagers se voient obligés de soudoyer pour tenter, n'est-ce pas, d'obtenir gain de cause. Et si le combat contre la corruption dans l'administration passait déjà par la lutte contre la méconnaissance des procédures et donc par la maîtrise, la connaissance des droits. Que fait le gouvernement pour améliorer les procédures administratives et quelles sont également les obligations des citoyens face à l'administration? C'est donc à un exercice pédagogique que nous allons nous atteler au cours de ce plateau spécial avec mes invités que tout de suite je vous présente à ma droite. Madame Claire Hungan Aemona, magistrat de formation, elle représente ici la société civile. Merci d'être là et de nous apporter votre éclairage, votre expérience également. Je vous en prie. À ses côtés, un commissaire de police, Bertin Dekpeon. Il est en charge, il est précisément chef service des titres de voyage à la direction de l'immigration et de l'immigration. Vous êtes au cœur également du contrôle, du processus de délivrance des actes administratifs, notamment la carte d'identité, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Quelquefois, les torts sont, vous allez vous défendre ou vous expliquer, partager entre les mairies et vous. On accuse la police des fois d'être un peu trop rigoureuse, même faire du rigorisme dans les processus de délivrance d'actes d'état civil, de carte d'identité. Vous nous expliquerez pourquoi vous devez passer souvent par la rigueur de l'application de la loi, mon commissaire. Merci. Et puis en face de mes deux premiers invités que je vous ai présentés, l'administrateur civil qui vient du ministère en charge de la décentralisation, à la personne de M. Ignace Rueto. Merci d'être là également. Vous allez surtout nous dire ce que l'administration de la décentralisation fait pour améliorer un peu les procédures, parce que trop de procédures, ça tue l'efficacité, n'est-ce pas? Okay. À côté de l'administrateur civil, un représentant des mairies, en la personne de M. Séverin d'Almeida. Il est adjoint au maire de Cotonou, chef du 7e arrondissement. Merci à vous de nous rejoindre. Merci, monsieur le journaliste. Pour ce travail pédagogique. J'avais indiqué que, et si le combat, a posé une question, le combat contre la corruption dans l'administration passait déjà par la maîtrise des procédures. Est-ce que vous partagez un peu cette manière d'appréhender le phénomène? Est-ce que réellement c'est à défaut de connaître justement le droit, les procédures, que par les citoyens justement, que des fois on est confronté à beaucoup de lourdeur, de tracasseries et donc des occasions de tentation, de corruption dans l'administration? Je commence par Madame Claire Hungan Aemona. Je vous remercie. À voir même comment les missions de l'organe de lutte contre la corruption sont libellées à l'article 5, je ne peux que répondre à votre question de façon affirmative. Puisque la deuxième mission dit qu'il faut rechercher dans la législation les règlements, procédures et pratiques administratives, les dispositions et usages favorisant la corruption avant de proposer des mesures visant à leur correction. Donc, faire connaître les procédures à la population pour éviter qu'elle ne continue d'être grugée, c'est là l'une des missions assignées à l'organe de lutte contre la corruption. Et la loi lui permet également de faire appel à des personnes ressources pouvant aider à ce travail de communication avec la population. Et je crois que c'est à ce titre que nous sommes là, nous qui intervenons soit à titre de représentants des organes de l'État, il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère en charge de la décentralisation, la mairie et la société civile. Nous sommes tous là
pour débattre de la question. Alors, pour entrer dans des cas concrets, pour aider les citoyens à connaître leurs droits, à maîtriser les procédures face à l'établissement d'un certain nombre d'actes administratifs, les plus récurrents, en fait, carte d'identité, passeport, acte de mariage, de décès, acte de reconnaissance de filiation, etc., etc. Nous allons à la mairie de Cotonou, nous sommes allés interroger les responsables en charge de la carte d'identité, d'établissement de la carte d'identité, pour qu'ils nous disent déjà, pour que tout le monde soit fixé, les différentes pièces qu'on doit demander aux citoyens et le coût de l'établissement de la carte d'identité. En tout cas, à la mairie de Cotonou, on verra s'il y a une disparité dans ces coûts-là, ces procédures, sur toute l'étendue du territoire national. On suit. Pour constituer un dossier de carte d'identité, il faut le certificat de protection d'État, l'extrait de date de naissance, la souche légalisée, le certificat de nationalité pour ceux qui sont nés à l'extérieur, accompagné de la souche du parent béninois, l'autorisation parentale légalisée et le certificat médical pour ceux qui portent des verres, et puis la preuve de profession. 2 photos plus 2400 francs. 2 photos, 2400, une série de pièces. Monsieur le chef d'arrondissement, est-ce qu'on a là la configuration nationale de toutes les pièces qu'il faut fournir partout, à toutes les mairies, sur toute l'étendue du territoire national? Ce qui est demandé, 2400 pour la carte d'identité. C'est vrai que c'est le prix qui est demandé à tout usager et qui, bien évidemment, éprouve ce besoin, qui a la demande de se faire établir une carte d'identité, en plus, bien sûr, de ces listes de pièces qui viennent d'être énumérées. Il faut absolument ajouter les 2400 francs de façon officielle. Et contre, bien évidemment, un récépissé, une quittance, et à la caisse, à la régie, soit logée dans ces communes, et encore que la préfecture, au niveau de l'autorité de tutelle, il y a aussi des services qui s'occupent de l'établissement de cartes d'identité nationale. Et d'ailleurs, sous un haut contrôle de la police, puisque là, les derniers contrôles de ces dossiers, quand bien même en provenance de communes, pour le cas de Cotonou, de la mairie centrale de Cotonou, il est vrai que ce sont ces agents de la police nationale qui, au dernier ressort, s'occupent du traitement de ces dossiers, voient la légalité des pièces avant de procéder à une éventuelle informatisation et par la suite l'édition de la carte. Très bien, alors, puisque vous, comme je l'avais indiqué, vous avez été interpellé dans le processus d'établissement de la carte d'identité, puisqu'on a commencé par là. Quelle sorte de contrôle vous effectuez sur les pièces qu'on fournit pour se faire établir une carte d'identité? Il y a souvent de problèmes qui interviennent et des dossiers qui sont rejetés. Expliquez-nous ce que vous vérifiez et pourquoi des dossiers sont rejetés. Merci. Lorsque les pièces énumérées citées tout à l'heure sont réunies, la police se charge de voir si les pièces sont authentiques, si ceux qui les ont fournies sont vraiment des Béninois et qui ont droit, n'est-ce pas, à cette pièce demandée. Parce que ce que nous constatons malheureusement, c'est qu'il y a des étrangers aussi qui cherchent à avoir la carte nationale d'identité. Il y a des Béninois qui cherchent à avoir la carte, mais avec des pièces fausses, avec des actes faux. Et tout ça, là, nous vérifions pour voir si, d'abord, le nombre de pièces requises, si ces pièces-là sont au nombre. Ensuite, nous cherchons à voir si les pièces sont vraiment authentiques. Comment vous arrivez à authentifier, justement, des pièces qui vous sont présentées en l'état? Voilà, nous avons, c'est notre travail, nous avons reçu des formations et il y a des indices que nous regardons, je ne peux pas tout dire sur le plateau, il y a des indices à partir desquels nous arrivons à savoir si un acte est faux ou vrai. Et c'est par là que parfois nous demandons des pièces complémentaires. Ça va paraître un peu
bizarre par rapport, parfois quand on demande des pièces complémentaires, les gens se demandent, mais pourtant, ce qui est listé, ce qui est demandé, on a tout donné, mais en dehors de ça, on demande encore d'autres pièces. Est-ce que ce n'est pas une tracasserie? Non. C'est pour voir réellement si les pièces sont authentiques, si le dossier est vraiment à jour avant d'autoriser l'établissement de la carte de passeport. Vous avez raison justement d'attirer l'attention sur un certain nombre de frustrations, de griefs que des Béninois, des citoyens qui ont le droit de sol, le droit de nationalité et tout, ils vont présenter des pièces qu'on leur a délivrées dans leur mairie, mais quand ils arrivent à votre niveau, vous dites, vous trouvez que certaines pièces sont fausses. Et à quoi peut tenir la fausseté d'une pièce comme ça qu'on vous donne? Et quelles sont les pièces sur lesquelles vous relevez souvent des irrégularités? Généralement, les pièces à problème, c'est souvent l'acte de naissance. Puisque la pièce maîtresse même, ce qui permet d'identifier que tel est béninois, c'est l'acte de naissance. L'acte de naissance, c'est ça qui permet de rattacher le citoyen à la nation, de rattacher le citoyen à sa famille. Donc, cette pièce est une pièce maîtresse. Et quand nous prenons le dossier pour étudier, notre attention est premièrement focalisée sur la qualité de l'acte de naissance qui est produit. Alors, ce que nous constatons généralement, c'est que l'acte de naissance, nous savons que les Béninois que nous sommes, la plupart ignorent l'importance des faits d'état civil. Si bien que les actes ne sont pas délivrés dans les délais normaux. Par exemple, il y a beaucoup de citoyens qui ne déclarent pas leur enfant. Ils ne déclarent pas leur enfant à temps. Ils laissent le délai légal écouler. Et c'est quand l'enfant se trouve en classe de CM1, CM2, en classe d'examen, et c'est en ce moment qu'on sent la nécessité d'aller chercher l'acte de naissance. Et c'est en ce moment qu'on cherche maintenant à savoir comment faire. Or, si le parent sait déjà que son enfant n'a pas date de naissance, déjà, lorsque l'enfant est mis à l'école, on doit commencer la procédure normale, demander à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mon enfant n'a pas date de naissance. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'enfant ait son acte avant la classe d'examen? Les gens ne font rien de tout ça. Mais ils attendent le moment où on doit aller à l'examen, ou bien le moment où l'enfant se trouve dans le besoin d'aller en voyage, sans ce moment qu'on cherche à savoir qu'il faut avoir une date de naissance, il faut aller chercher la carte d'identité. Et là, ça peut donner lieu à des tracasseries. Non, et là, on va maintenant chercher un officier d'état civil qui délivre, n'est-ce pas, de façon indue, parce que l'enfant dont la naissance n'est pas déclarée à la base, ce n'est pas, lorsque le délai légal est dépassé, ce n'est plus la compétence de la mairie, du service de l'état civil de délivrer un acte de naissance. C'est normalement la justice qui doit ordonner maintenant l'inscription de la naissance de l'intéressé à l'état civil. C'est un peu ce qu'on nous a expliqué à la mairie de Cotonou lorsqu'on a posé la question parce que le service de la délivrance de la carte d'identité est tellement organisé qu'il y a même un poste de rejet. Et je vous assure, les citoyens, en tout cas les agents qui travaillent à ce poste, subissent beaucoup la colère des usagers. Comment tout ça se gère? Quelles sont, eux, leurs explications à la mairie de Cotonou? Qu'est-ce qu'ils expliquent aux citoyens? On va écouter. Ils s'en prennent à nous qui sommes agents de la mairie. Or, ce n'est pas les agents de la mairie qui rejettent les dossiers. Nous sommes ici chargés de la prise des renseignements. On est d'accord. C'est quand les dossiers sont mal constitués ou quand il y a des erreurs, c'est ça, dans les dossiers? Oui, c'est quand il y a des erreurs dans les dossiers que les dossiers sont rejetés. Par exemple, il y a des actes là qui contiennent des sous-charges. Ouais, il y a des actes qui contiennent des sous-charges. Or, selon le code des personnes et de la famille, un acte administratif ne doit pas contenir des sous-charges. Là, ça annule la validité de l'acte de naissance. Maintenant, l'étude de dossier se fait par la police. C'est les policiers qui étudient les dossiers de carte d'identité. Et ça se fait à la direction départementale de la police nationale située dans l'enceinte de la préfecture de Cotonou. Et du moment où l'agent d'état civil lui établit son acte de naissance et lui donne ça, si peut-être l'agent, faute de fatigue, bien, et sans le savoir, il commet une erreur et il surcharge, il remet ça à l'usager. L'usager ne comprend pas. Lui donne ça de l'âge 0 jusqu'à un âge où il va vouloir peut-être se faire établir la carte d'identité ou bien le passeport. C'est en ce moment que la police réalise l'irrégularité figurant sur le dossier. Ainsi, le dossier est rejeté. Et c'est de là qu'ils disent, ah, mais j'avais tel acte depuis
et le cours primaire, depuis le cours secondaire, et maintenant, c'est maintenant que vous rejetez pour me dire d'annuler l'acte, de saisir le tribunal pour faire l'annulation et la reconstitution. Là, le problème se pose. Directement, l'usager, naturellement, on est des humains, l'usager est frustré. Vous savez que notre état civil a une histoire. Donc, compte tenu des fraudes, on présente certainement des actes querellés. La police rejette et demande à voir l'original du volet numéro 1. Et ces dossiers rejetés reviennent au niveau de la mairie. Quand le collègue qui a la caisse contrôle et voit que la carte d'identité n'est pas arrivée au niveau de la caisse, certainement, elle oriente au niveau des rejets. Et c'est au rejet que le collègue qui est au niveau du rejet notifie le motif du rejet. Quel est le motif le plus fréquent au niveau des rejets? C'est au niveau des actes querellés. Vous parlez des actes de naissance, notamment les souches, les fameuses souches? Les fameuses souches, les fameux extraits qui se font un peu partout sur le territoire national. Pas systématique. Ça peut être dû à une mauvaise appréciation de la police. C'est pour cela qu'on demande à voir le volet numéro 1. Et au niveau de la police contrôle. Si ce n'est pas fait, la police signe, parce que c'est un problème de doute. Quand la police a de doute, on demande d'avoir le volet numéro 1 ou on demande à ce qu'on présente l'intéressé. Si le doute est levé, on signe. Mais au cas contraire, on lui dit, bon, ce qu'il y a lieu de faire, le plus souvent, c'est de saisir le tribunal pour normaliser sa situation. Voilà. Monsieur D'Almeida, vous êtes l'adjoint au maire de Cotonou. Il y a comme une mafia qui est tapie dans les rangs des mairies et qui délivre des actes qui sont carrément irréguliers et qui, bon, les citoyens sont aussi complices de la chose, mais vous, en tant qu'administration décentralisée, vous ne devriez pas laisser prospérer une telle situation. J'avoue que c'est vrai ce que vous dites par rapport à ce constat, mais il est à notifier que le pire est ailleurs. C'est-à-dire? Naturellement, c'est une anomalie. Et il se fait que le plus souvent, ce n'est pas au niveau des officiers d'état civil que nous sommes de façon particulière. Nos agents, au niveau des collectivités locales, sûrement, en sont pour aussi quelque chose, comme vous êtes en train de le dire. Pourquoi, soit ce n'est pas un défaut au vu de la méconnaissance des faits par les usagers, les administrés, la population elle-même, qui ne cherchent pas à se faire prendre au moment opportun et puis quand ça s'est raté, pour la délivrance de ces actes-là. Ailleurs, c'est vrai que lorsque le problème est posé, il est évident que souvent les officiers ne peuvent pas de leur propre chef choisir de délivrer de faux actes aux usagers. Vous voulez dire que la corruption est passée par là? Alors, c'est vrai que la corruption sûrement passe par là, parce que la pression, des fois, des demandeurs, des usagers, font que dans une certaine mesure, dans une certaine relation, ils sont obligés de se faire ou se voir servir. Alors là, je reprécise la question, c'est vrai, ça c'est le constat que nous faisons tous. La question c'est comment faire éviter ce genre de pratiques aux populations. Ça pénalise surtout les citoyens parce que finalement c'est leurs actes qui sont rejetés, leurs dossiers qui sont rejetés. Pourquoi laisser perdurer? Vous êtes impuissant face à cette mafia? Ou est-ce que c'est pas plus indiqué de montrer aux citoyens la voie à suivre lorsqu'ils ont raté par exemple la première étape de la déclaration par exemple de naissance d'un enfant pour lui faire établir concrètement, quelle est l'attitude à adopter en fait pour mettre fin à ça? Bon, je crois que pendant longtemps, au niveau de la mairie de Cotonou, pour que ce que je sais de façon particulière, et c'est cela qui se constate par l'affichage
d'abord des tableaux, parce que c'est au moment où nous sommes arrivés pour régler un tant soit peu ces situations-là. Nous avions commencé par sensibiliser autrement la population, nos administrés. Vous le faites comment? Pour dire, désormais, dites-vous que vous avez un certain nombre d'obligations. D'abord, par rapport aux tests, pour choisir d'aller dans le délai requis au niveau des mairies pour se faire délivrer les actes normalement. Le coût, voilà ce que c'est. Et tout ça est affiché au niveau de tous les arrondissements de Cotonou. Pour ce que je sais, depuis 2003 jusqu'à ce jour. C'est vrai que le délai dans la déclaration, les gens ont une méconnaissance de la chose et ils ne vont pas si vite le faire. D'accord. Lorsqu'on est obligé de les renvoyer au niveau des tribunaux, ça cause problème. Très bien. Alors, mais il faut reconnaître que la plupart du temps, ces actes, soit c'est du fait de ce qu'un officier d'état civil par le passé n'a pas procédé aussi à la certification de ces actes. Madame Claire Onga-Ibona, vous êtes magistrat, vous êtes sans doute habitué à ce genre de situation, de désespoir, de citoyens dont des actes sont rejetés, n'est-ce pas, pour les motifs qu'on vient d'évoquer. Quelle procédure est mise en place au niveau du tribunal pour les aider à normaliser des actes qui au départ ont été rendus réguliers? En fait, je préfère ne pas répondre à cette question parce que je ne suis pas ici en tant que représentant des juridictions, mais en tant que représentant de la société civile. Il y a aujourd'hui un problème que nous avons un dysfonctionnement très grave et catastrophique au niveau de l'état civil béninois et les citoyens béninois en souffrent. Et pour ne pas en souffrir, ils sont obligés de se laisser imposer des faits de corruption pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est là aujourd'hui le problème. Et je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. Tout le monde est responsable, mais en commençant par les pouvoirs publics. D'abord, d'un point de vue législatif, je pense que c'est une aberration que d'avoir fixé le délai de déclaration des naissances à 10 jours. C'est trop juste. Ça, je ne l'invente pas. En 2012, il y a eu un forum national sur l'état civil au Bénin. Tous les acteurs ont reconnu que ce délai n'est pas adapté aux conditions du Bénin. D'autant plus que, avant l'adoption du code, l'arrêté qui régissait les déclarations des faits d'état civil fixait le délai de 2 mois. Et quand on regarde dans toute la région africaine, le Bénin est le pays qui a le délai le plus court. Alors, face à ce délai, les citoyens sont très vite surpris par le délai de déclaration. Et la loi dit, une fois que, après 10 jours, vous ne faites pas la déclaration dans les délais, il faut aller au tribunal. Quand on va au tribunal, on sait que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a la décision. On sait ce que ça implique comme frais directs et indirects, le nombre de déplacements qu'il faut faire, les témoins qu'il faut faire déplacer, parfois même une enquête policière qu'il faut vous imposer. Donc face à cette situation, les citoyens, malheureusement, je dis bien malheureusement, cherchent des raccourcis. Et comme au Bénin, on préfère ne pas aborder les questions à la racine, les élus qui doivent également se soucier du bien-être et de l'intérêt des populations, profitent de leur méconnaissance de la loi pour les gruger. Et il faut se dire la vérité. Si les citoyens sont bien informés, personne, je dis aucun élu local ne pourra désormais se faire élire au Bénin. Alors, bien si informé, dans sa politique, il ne prend pas un engagement pour le règlement de la question des faits d'état civil, parce que c'est avant tout une question de développement. Il faut reconnaître que les collectivités territoriales n'en font pas leur priorité. Alors, et comme avec les insuffisances,
ils ont la possibilité de soudoyer les citoyens pour leur prendre, au lieu d'aller au tribunal, on dit il faut donner 10 000. On va rapidement te faire établir un acte. Donc, et comme eux-mêmes, ils ne respectent pas la loi par rapport à la bonne tenue des registres, à la clôture normale des registres, ils préfèrent garder ces registres sous main et chaque fois que les gens en ont besoin, ils vont pour leur délivrer des actes faux. Et la situation est devenue si préoccupante qu'on dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La police a également trouvé une mesure exceptionnelle qui, en temps normal, est à contester. C'est-à-dire? Mais puisque vous amenez un acte qui, a priori, vous savez, même les souches dont on demande de façon intempestive les photocopies, c'est des pièces qui, en principe, doivent être gardées confidentielles dans les archives et n'importe qui ne devait pas y accéder. Mais je dis mesure exceptionnelle, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Parce que nous en sommes arrivés à un moment donné où même des citoyens béninois vendent leur acte de naissance à 5 000, 10 000 à des étrangers qui se font établir des actes de naissance pour aller commettre des impairs au nom des Béninois. Donc, la lutte contre, pas seulement la corruption, mais pour la sécurité, toutes ces situations amènent à trouver des solutions provisoires, mais qui ne règlent pas la question à la base. Parlons de solutions provisoires, puisque cette émission pédagogique, on l'a dit, la corruption va prospérer à la faveur de la méconnaissance des procédures par la population. Vous l'avez indiqué. M. Dameda a aussi indiqué que devoir de transparence oblige, il y a des tableaux d'affichage qui indiquent les listes de pièces à fournir pour l'établissement de tels actes, les délais et les coûts. Avant de revenir sur la question des délais, c'est une question aussi importante. Qu'est-ce qu'il faut dire aux populations, aux citoyens qui ont des actes irréguliers? C'est d'aller au tribunal pour se faire régulariser ces actes. En réalité, il vaut mieux prévenir que guérir. Et aujourd'hui, même quand on envoie les gens au tribunal, j'ai le sentiment qu'on va régulariser ce qui est irrégulier. Puisque le tribunal simplement annule l'acte et de façon régulière maintenant. Mais c'est un impératif par défaut, parce que sinon le citoyen il perd carrément son statut, il perd tous ses droits de citoyen. Oui, c'est pour ça que je pense, comme je l'ai dit, ce n'est pas la meilleure solution. C'est une solution d'urgence. Il faut que nous puissions entrer dans nos habitudes, d'abord la déclaration des faits d'état civil. On va revenir là-dessus. Et maintenant, pour ce qui est de la procédure, même l'engorgement des tribunaux aujourd'hui par rapport à ces actes, puisque dès lors que ça ne marche pas, on envoie les gens au tribunal. Et il y a des juges qui, semble-t-il, vont à l'audience avec plus d'une centaine de dossiers, dont l'engorgement est également un facteur favorable à la corruption. Parce qu'au tribunal, il n'y a pas que les juges. Il y a ceux qui sont plus accessibles, ce que j'appelle les démarcheurs judiciaires, qui sont également là pour dire, moi, je connais le juge, je connais le greffier. Si tu veux que ton dossier aille vite, il faut donner quelque chose. Donc, tout ça a fait que il y a plusieurs étapes de corruption, finalement, qui s'institue dans ce mécanisme de mauvais fonctionnement de l'administration de l'état civil. Vous finissez pratiquement votre intervention par une phrase qui me fournit la transition vers la prochaine question importante, celle des délais. C'est-à-dire pour vite se faire établir son acte de naissance ou bien une pièce d'état civil, les citoyens se voient obligés de donner de l'argent parce que contre la promesse de vite se le faire voir établir. On va voir comment à la mairie de Cotonou, cette question est aussi abordée, la question des délais. Est-ce que c'est une question fatale? Est-ce que c'est une fatalité? Nous ne pouvons pas dire le délai. Non. Pourquoi je dis ça? Quand on prépare tout, on a tous les renseignements qu'on envoie à la direction départementale, à la préfecture. C'est là-bas que les policiers contrôlent. Et c'est après le contrôle que la carte est établie. Donc ce délai de contrôle au niveau de la police vous échappe à vous? Nous échappe. Si ce n'est pas ce délai, je peux vous dire exact. Je peux dire tout de suite ici que en 72 heures ou bien 48 heures, vous pouvez avoir votre carte.
Si tout se faisait à la mairie de Cotonou, j'espère que 48 heures suffit déjà pour que l'intéressé ait sa carte nationale d'identité. Face à ces situations, monsieur l'administrateur civil, qu'est-ce qu'au niveau de votre ministère de tutelle, le ministère en charge de la décentralisation, le ministère de tutelle des mairies, qui travaille sans doute main de la main avec le ministère de l'Intérieur sur des réformes qui sont... Qu'est-ce qui se dessine comme amélioration des procédures pour régler les questions de transparence, vulgarisation, les questions d'engorgement, les questions d'état vraiment désastreux des registres? Qu'est-ce qui se dessine? Ok, merci monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord revenir sur le développement fait par le CA, le chef d'arrondissement, monsieur D'Almeida, pour dire que la sagesse populaire nous enseigne que le peuple périt faute de connaissances. Et nos souffrances procèdent du fait que nous ne connaissons pas les procédures. Et je voudrais me réjouir de l'initiative prise par l'autorité de lutte contre la corruption de faire cette série d'émissions qui a un objectif pédagogique, apprendre aux gens leurs droits et obligations. C'est très important. Moi, je voudrais qu'on encourage cela. Et je voudrais dire au CA que à la conférence nationale des forces vives de février 1990, il a été recommandé de faire une réforme, de procéder à une réforme dans le sens de conférer aux populations le pouvoir de gérer leurs propres affaires. Ça, c'est très important. C'était le déclic de la décentralisation. Et la décentralisation, c'est l'association des populations à la gouvernance locale. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus encore à donner à cette décentralisation son vrai sens. Donc, pour le moment, vous êtes en incapacité, depuis bientôt 10 ans de décentralisation, ou déjà 10 ans de réponse à cette problématique. C'est un processus d'apprentissage, c'est un apprentissage. Mais pour qui est malheureusement un peu lent. En fait, les lois de décentralisation ont prévu un mécanisme qui permet à l'autorité communale d'être comme le poisson dans l'eau dans sa commune. Voyez-vous, le maire, il a autour de lui des conseillers. Il a autour de lui des conseillers qui... Monsieur l'administrateur, je ne vais pas être long. On ne pourra pas faire de la théorie. Il faut... Moi, j'ai posé une question très concrète. Oui. Face à ces problèmes qui ont été évoqués, problèmes d'état désastreux des registres, des documents d'état civil, les questions de délai, d'engorgement, les cas de corruption, les actes falsifiés, quelle réponse à votre niveau vous apportez? J'allais vous dire, parce que si on ne fait pas bien le diagnostic, on ne peut pas évoluer. Oui, mais la population, ils sont des grandes explications théoriques. Pour que les autorités communales assument leurs responsabilités. D'accord. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Les lois ont prévu un mécanisme qui permet aux autorités communales de communiquer de manière permanente avec les administrés. Moi, je voudrais suggérer ici que l'on puisse mettre en œuvre ces dispositions-là. Qu'est-ce que vous connaissez? Des audiences publiques, je sais pas, ou des communiqués, des affichages? La communication locale doit être développée. Le maire ne peut pas se comporter comme le sous-préfet. Il a autour de lui les conseils, les chefs d'arrondissement, et autour du chef d'arrondissement, il y a les chefs de quartier. Et les chefs de quartier ont autour d'eux des conseillers. Tous ceux-là devraient nous aider à communiquer de manière aisée avec les populations pour leur expliquer. Moi, j'habite quelque part, il n'y a jamais eu d'assemblée générale de la population. Mon chef de quartier ne m'a jamais réuni pour me parler des problèmes de ce genre, des problèmes qui intéressent l'administration et qui mettent donc en relation l'administration et la population. Moi, je souhaiterais que... Impératif de communication, de transparence, il faut développer la communication d'explication aux populations par les autorités locales des différentes procédures, des coûts, des conditions auxquelles les actes doivent être délivrés. Et pour les analphabètes? La communication doit se faire en langue locale, puisqu'elle doit être développée par le chef de quartier ou le chef de village entouré de ses conseillers. C'est fondamental, ça permet d'éviter tous les errements que nous connaissons. Parce que si les populations connaissent la valeur des actes d'état civil, je crois qu'elles prendront au sérieux
elles prendront au sérieux ces actes-là. Parce que c'est des actes authentiques. Je ne suis parfaitement d'accord avec le commissaire. On ne peut pas délivrer ces actes anarchiquement. Parce que ça a des effets juridiques pour la personne, le détenteur. Il faudrait faire en sorte que ces actes ne soient pas délivrés avec légèreté. Légèreté. Et vous m'aviez demandé ce que nous faisons. Voilà. Si j'ai bien compris ce que nous faisons. On va aller vite parce que là, on a déjà épuisé plus de la moitié du temps qui nous est imparti. Ce que nous faisons au niveau du ministère de la décentralisation, nous veillons à ce qu'il y ait une meilleure compréhension des dispositions des lois de décentralisation. Parce que si on ne comprend pas, on va passer à côté. Deuxième chose, le ministère a créé un centre de formation. Le centre de formation pour l'administration locale, qui est chargé de former les agents des collectivités locales. Parce que s'ils ne sont pas formés, ils vont faire des erreurs. Ils n'auront pas une haute compréhension de leur rôle. Et nous avons des modules que nous préparons. Nous avons déjà dispensé dans le cadre, en ce qui concerne la thématique de l'état civil, il y a eu un module qui a été développé à l'endroit des agents qui animent ce service. Et ils ont l'obligation de faire la restitution. Ceux qui ont reçu cette formation-là, ils ont reçu le nécessaire, les informations nécessaires pour que ça tourne mieux au niveau de leur service. Il est obligatoire qu'ils fassent la restitution. Nous attendons également l'élection des nouveaux élus pour les former. Parce qu'il faut qu'ils comprennent leur rôle et les responsabilités qui sont les leurs. Parce que l'officier d'état civil a une responsabilité civile, une responsabilité pénale. Alors, on va revenir là-dessus, sur la gestion des contentieux liés à la délivrance de faux actes. Monsieur d'Almeida, vous avez été interpellé, si vous voulez, au nom des autorités locales. Il faut davantage de travail de pédagogie, de transparence à l'endroit des citoyens. Pour les analphabètes, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait déjà? Il y a un début? Non, moi je crois que je suis tenté de revenir rapidement. Merci de faire. Et rapidement sur l'approche évoquée par Madame Ayemona pour dire que de façon générale, dans notre pays, au Bénin, nous souffrons de ce que c'est que l'état civil. Et la responsabilité, elle est partagée, mais plus grandement du côté de l'état central, qui d'une façon ou d'une autre n'a fait que déléguer aux collectivités locales ce pouvoir-là. Parce que le secteur de l'état civil, bien évidemment par la loi sur la décentralisation, à son article 100, oui, on a compris, on ne va pas rentrer clairement dit que c'est une compétence déléguée. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? On vous a délégué des problèmes, mais pas des moyens pour les résoudre. Voilà, là où je dis que c'est délicat, et ça ne fait que pénaliser notre population. Et l'État se doit de prendre sa responsabilité. On va y revenir. C'est simplement pour dire, je vous assure qu'on va y revenir. Depuis que nous sommes arrivés à la mairie de Cotonou, nous avons beaucoup fait. Lorsque nous étions arrivés, s'il faut vous décrire aujourd'hui l'état dans lequel nous sommes venus voir l'archivage même des documents, des trucs, c'est vrai que vous avez tenté un système d'informatisation, on a tenté une forme de l'informatisation des actes, la numérotation des actes. Qu'est-ce que ça a donné? Bon, évidemment, l'avènement de la nouvelle loi, et suite à certains paramètres, certains aspects, l'autorité centrale n'a pas voulu que cela soit continu parce qu'il y a forcément des choses qu'il faut coordonner. Et mieux, la communication, nous l'avions menée suffisamment en son temps, sous le contrôle du président, mais nous avions demandé à tous les centres, les cliniques, les maternités, un travail qui a été suffisamment managé, où nous l'avions dit désormais, face à la nouvelle loi, voilà ce que vous deviez faire pour que les fiches de naissance ne viennent ou ne parviennent à la mairie centrale avec retard compte tenu du délai. Donc ça, c'est un peu la stratégie que vous avez mise en place. Oui, il y a beaucoup de choses, sensibiliser les maternités, pour que les maternités sensibilisent également les parents, déjà dès la naissance des enfants, pour aller dans pour respecter les procédures de déclaration. Vrai, même à notre niveau, même à notre propre niveau, au niveau des chefs d'arrondissement, ça a été fait.
On a tenu aussi avec le collectif des chefs de quartier. On a donné l'information. On a fait sur le plan puisqu'on y est, c'est que la question c'est surtout d'éclairer les populations, les citoyens face à des cas concrets. On l'a indiqué, lorsqu'un enfant naît, il ne faut pas attendre plus de 10 jours avant de pouvoir faire la déclaration de la naissance. Ça commence déjà par là, les difficultés, les grands soucis par rapport à l'établissement de tous les autres actes. Et on va revenir sur la question des délais. C'est très important. À la mairie, l'agent de la mairie a indiqué qu'au niveau de la police, en fait, eux, parce qu'on leur a demandé, en fait, la question des délais aussi c'est important. À la faveur de cette question-là, la corruption peut s'installer, le désarroi également pour les citoyens. Même en des délais qui ne peuvent pas tenir, des agents comptent de l'argent, promettent et puis après c'est le désarroi. Ils disent qu'au niveau de la police, tout se joue. Est-ce que vous avez une maîtrise du délai d'étude des dossiers qui vous ont envoyés? Merci. Si vous me permettez, est-ce qu'il peut dire si quelqu'un dépose de façon régulière ses pièces pour une carte d'identité, en combien de jours on peut espérer l'obtenir sans avoir à passer par des agents pour filer de l'argent? Lorsqu'un citoyen dépose son dossier de la carte d'identité ou bien de passeport, parce que le problème se pose aussi à ce niveau, exactement. Si le dossier est à jour, sans problème, en 2 semaines, le citoyen est satisfait. Minimum ou maximum? À votre niveau, au niveau de la police, c'est ça? Maximum. Par rapport au délai de traitement par la police du dossier? Non, pour le traitement, ça c'est, disons, 48 heures déjà, nous avons fini de faire le traitement. Le reste maintenant, il y a des citoyens, quand ils déposent leur dossier, ils ne viennent plus voir s'il y a eu rejet à part, et c'est longtemps après qu'ils passent, alors que le dossier est rejeté. Qu'est-ce que vous préconisez justement aux citoyens, parce qu'ils se disent, dès qu'ils envoient, peut-être de bonne foi, hein, sauf pour ceux qui savent qu'ils ont fait de faux actes, pour ceux qui viennent de bonne foi et qui ont peut-être des actes erronés, qu'est-ce que vous leur indiquez? Au bout de combien de délais, une fois le dépôt déposé, qu'ils viennent pour faire le constat de l'évolution du dossier? Voilà, lorsque vous déposez votre dossier, nous demandons de passer, par exemple, c'est le passeport, nous demandons de passer 112 heures après, pour voir si le dossier a été accepté ou rejeté. Très bien. Là, déjà, vous pouvez commencer par courir, régulariser. Pour ceux qui agissent comme ça, ils n'ont pas de problème. Mais il y a des citoyens, quand ils déposent, ils ne viennent pas contrôler et après, mais on prend quand même le temps de leur dire, attention, lorsque vous déposez, passez 112 heures après pour voir si le dossier est accepté ou pas. Très bien. Pendant ce temps, parce qu'à défaut d'être bien informés, et des fois, face à des situations difficiles, des citoyens continuent de subir des tracasseries, je l'ai indiqué. L'accueil n'est pas toujours agréable au niveau des mairies. Cela décourage également, pénalise, traumatise des fois les citoyens. On en a rencontré. Il s'est expliqué. Les responsables de la mairie de Cotonou, c'est là essentiellement qu'on a fait ce reportage, se sont également expliqués. Vous êtes là pour vous faire établir une carte d'identité. Oui, une carte d'identité. Vous avez déjà fini toutes les formalités? Oui, et j'ai accompagné un frère. Est-ce que vous avez reçu un accueil favorable? On vous a trop fait attendre, on ne vous a pas bien écouté? Tout s'est bien passé? Bon, pour être franc, et bon, au début... Là, hein? Non. Pour être franc, je suis un peu déçu. Le 3e poste, oui, le 3e poste pour remplir les formalités, c'est à ce poste et j'ai pris un coup. Qu'est-ce qui vous a choqué? Bon, moi je ne suis pas un agent, je suis un usager. Maintenant, si un usager, si je viens, ce n'est pas mon boulot. Moi je suis venu pour me faire établir une carte. Donc, même si on veut m'amener à l'ordre pour dire, bon, c'est ceci qu'on fait, il y a aussi le temps qu'il faut utiliser pour m'amener à l'ordre. C'était un peu dur. Oui, c'est un peu dur. Bon, je peux vous dire que moi, j'ai déjà pris une décision de ne plus revenir ici. Parce que j'ai l'habitude de faire ça à Calavi. Ce que je voulais faire ici, là, j'ai l'habitude de faire ça à Calavi. Et c'est rapide là-bas. Oui, j'ai constaté que c'est rapide. Non, il faut être franc. Par rapport au délai, il faudrait nuancer. Il y a des périodes de haute saison et des périodes de basse saison. La période de haute saison, c'est quoi? C'est pendant les périodes d'examen. Quand supposons qu'un usager vient pendant les périodes des examens, c'est sûr que pendant les examens, nous recevons des instructions fermes
de l'autorité tutelle, le préfet, qui demande à ce que nous délivrons le plus rapidement des cartes aux élèves. C'est mélangé cette année avec les concours, où la période de haute saison a tellement duré. Donc il y a des usagers, qui l'usager apparaît pendant la période de haute saison et qui te fait délivrer sa carte d'identité à la mairie de Cotonou, ça peut durer. Et de l'autre côté, il peut aller dans d'autres communes. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de demandes. Non, il peut aller dans les autres communes où c'est pas la haute saison. Il peut se faire délivrer le plus rapidement possible. Nous sommes entendus maintenant pour que, et pendant cette période de haute saison, que plusieurs agents qui ont de délégation de signature soient dépêchés au niveau de la certification des actes comme au niveau de la carte d'identité, de sorte que, disons, le service soit bien rendu. Par rapport à l'accueil, c'est pour éviter que les usagers se perdent que nous avons affiché les fiches de renseignement pour mieux orienter les usagers. Nous avons même installé un poste d'accueil pour indiquer aux usagers la marche à suivre pour la délivrance de leur pièce d'identité. Il peut tomber sur des collègues qui, de par peut-être la nature, ou bien le temps, ou bien les stress du boulot, on peut avoir des cesses d'humeur. Je profite de l'occasion pour rassurer l'usager que son dossier est dans de bonnes mains et ça suivra le cours normal. Alors, face aux services souvent malaisés administratifs que les agents des administrations locales donnent aux citoyens, ils inventent au quotidien des solutions de fortune, ils s'adaptent comme ils peuvent, des solutions conjoncturelles. Dans les hautes saisons où il y a beaucoup d'affluence, les temps d'examen, de concours et autres, il y a des mesures exceptionnelles que vous prenez, mais en fait, il n'y a pas une formalisation, une organisation et suffisamment de moyens donnés à ces services-là, à la population, pour qu'il y ait un cours pratiquement régulier normal. Vous êtes en déficit de moyens. Qu'est-ce qui se pose? En quel thème le problème se pose? Non, c'est vrai qu'il faut reconnaître que les communes ont des difficultés. Et ces difficultés sont sur plusieurs plans. C'est une gestion interne ou c'est toujours l'éternelle question de transfert de compétences? Ça également est lié puisque jusque-là, 11 ans durant, je crois que le représentant de l'administration territoriale est là et rien n'a été fait, pratiquement. Alors, revenons à la question précise. Il est clair qu'au niveau de cette difficulté, se trouve que d'abord, les agents sont en sous-effectif. Ils sont en sous-effectif. Et cela, forcément, implique, ça joue sur la qualité du service. Et c'est vrai aussi qu'au niveau de nos structures, de nos services, il y a une pression. Il y a une pression et quelle que soit l'organisation à l'interne, les usagers, et, ma foi, ont cette habitude, ce propre-là, de se faire servir du coup, ou du moins de passer outre le cheminement établi, soit se faire d'abord accueillir par un service d'accueil qui doit pouvoir vous orienter pour dire « Ah, c'est telle personne qu'il faut voir pour aller. » Dans l'urgence, ça peut être dans l'urgence, quand on arrive, on veut du coup avoir l'information, se faire servir et pas n'importe qui. Même des fois, vous êtes confronté à ces conflits-là ou même dans l'orientation, on te dit, niet, je veux voir le CA. C'est lui ou rien, parce que je suis venu pour le. Donc tout ça contribue bien évidemment à cette situation que vous aviez su constater. Mais il faut reconnaître que il y a un travail conséquent qui est fait et qui continue d'être encouragé. D'abord, la formation des agents, qui évidemment aussi est un élément important. Monsieur Cueto l'a indiqué. Donc, il faut continuer de les former et leur donner le sentiment, leur permettre d'avoir le sentiment que d'abord et avant tout, l'usager en face de vous prime. Et cette culture-là, nous essayons toutes les fois de la faire accepter par nos agents au niveau de la mairie centrale de Cotonou et même dans les
démembrement. Très rapidement, avant que je fasse réagir Mme Ayoub, qu'est-ce que vous attendez précisément de la part de votre ministère de tutelle dans la gestion, le management de cette question-là des états civils? Au niveau de l'état civil, je crois qu'il faut forcément des réformes. Il faut des réformes. Oui, vous avez dit qu'en termes de moyens, pratiquement rien n'a été fait. Non, en termes de moyens, rien n'a été fait. Bon. Donc, ça a le mérite d'être clair. Il va répondre dans un instant. Je vais d'abord réagir, Mme Ayoub, par rapport aux mesures qui sont prises comme ça, de manière conjoncturelle au niveau des mairies pour faire face à ces situations-là. Je ne veux pas me mêler des conflits de compétences ou d'attribution, sinon qu'un autre mal qui mine le pénis, c'est une mauvaise gestion des attributions partagées. Pendant longtemps, j'avais pensé qu'il y a un conflit entre le ministère en charge de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur par rapport à la gestion de l'état civil. Mais au Forum national, ce sont les agents du ministère en charge de la décentralisation qui eux-mêmes nous disent non, la chose est très claire à leur niveau, c'est une question de compétences déléguées, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Je m'en voudrais de ne pas dire que sur le plan politique, il y a quand même un début d'expression de volonté politique à travers la création de la Direction générale de l'état civil et la réflexion qui est en cours pour l'élaboration d'une politique nationale en matière d'état civil. Au niveau du comité interministériel, en fait, tous ces ministères sont représentés. Je vous demanderai simplement de dire à vos représentants de faire preuve de dynamisme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toujours les mêmes représentants qui arrivent. Ensuite, d'une réunion à une autre, on a l'impression que ceux qui arrivent n'ont pas l'obligation de compte rendu. Même l'Association nationale des communes, on dit non, est représentée. La NCB est représentée. MDGLAD est représenté. Le ministère des Affaires étrangères est représenté. Mais à chaque fois, si vous n'êtes pas là, au moment où on parle de réforme et d'élaboration de politique, si vous n'êtes pas là pour poser les problèmes, pour dire ce que vous allez faire comme action dans la mise en œuvre de la politique, pour dire les stratégies que vous voulez mettre en œuvre et les moyens dont vous avez besoin pour mettre en œuvre vos actions, le Bénin aura une politique, mais vous n'aurez pas de place dans la mise en œuvre. Et ce serait un éternel recommencement. Donc là, moi, je souhaite vivement que vous preniez à cœur votre rôle, votre responsabilité dans l'animation de ce comité interministériel, que ce ne soit pas les commissions mornées où on va juste parce qu'il y a des perdièmes, où on va juste parce qu'il y a des jetons de présence. Pour le moment, je ne sens pas encore le dynamisme de tous vos représentants au sein de ce comité et je m'excuse de parler avec cette franchise. Il y a donc à s'amender. Monsieur l'administrateur civil, vous qui représentez le ministère de tutelle, vous êtes un peu interpellé aussi dans un peu le désarroi des autorités locales face aux moyens conséquents dont ils doivent disposer pour bien gérer justement cette question-là de l'état civil. Je pense que la situation a évolué depuis quelques années. Le CA doit reconnaître quand même que les ressources qui sont mises à la disposition des communes sont de plus en plus importantes par rapport à ce qui se passait. En termes de proportion, face à l'urgence et l'impératif de la question. Moi, j'ai été sous-préfet. Quand je compare les budgets des mairies au budget que nous avons eu à gérer, je dis les maires ne sont pas aussi mal nantis que ça. C'est vrai. On comprend. On parle de l'importance de la situation de l'état civil aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer à rester dans des comparaisons par rapport au passé ou face à, comme je le répète, l'impératif, les difficultés, les misères que ces situations causent aux citoyens, il faut rester juste à faire des constats d'évolution timide où il faut s'amender et préconiser aux décideurs des mesures franches et volontaristes? Non. En fait, l'évolution n'est pas timide. Je tiens à préciser que l'évolution n'est pas timide, elle est d'envergure. Parce que j'ai comparé les budgets et je me suis dit, nous on n'a pas eu autant de facilité que les maires ont aujourd'hui. Et je dis que les lois, je reviens sur les lois de décentralisation, doivent nous permettre donc d'être plus à l'aise, d'être plus proche des populations. Donc vous renvoyez à l'application des textes. Des tests.
Et en plus de ça, le ministère a fait un effort de créer un centre et est en train de former des agents. Il y a une commission qui est créée. On ne va pas revenir sur ce qui est dit. Que chacun travaille acharnement pour que cette commission puisse donner de bons résultats. Toute dernière question, avant de conclure ce plateau, il nous reste à peine 30 secondes. Que deviennent les procédures alternatives d'établissement des actes de naissance, RAVEC et autres? Ah oui, là, c'est une autre pelle de manche, hein, et c'est un peu ce que nous étions en train de déplorer. C'est vrai que c'était pour aider nos populations qui n'avaient pas sur eux des actes de naissance que l'État a choisi ce mécanisme. C'est vrai que ça a évolué jusqu'à une période donnée, mais tout est resté à l'arrêt. Pour le moment. Voilà. À l'arrêt pour le moment. On est pratiquement complètement à la lisière de cette émission. Je peux retenir pour les citoyens que notamment les mairies ont un devoir de transparence. Lorsque les citoyens vont se faire établir des actes administratifs, c'est leur droit de demander les procédures claires, régulières, uniformes pour tout le monde, de connaître leurs droits, de connaître les délais et après de pouvoir tenter des recours. Lorsque des citoyens se retrouvent dans des situations difficiles avec des actes irréguliers, en dernier recours, il faut qu'ils s'adressent au tribunal. Pour le moment, même si Mme Aïe-Monan considère que pour le moment, les solutions qui se présentent à l'heure actuelle ne sont que des solutions de circonstances, il faudra aller à la réforme. L'État central est interpellé, véritablement interpellé pour régler cette question d'état désastreux de notre état civil national. La vie des citoyens en dépend. Leur statut même de citoyen, leur droit de citoyen en dépend. C'est une question d'intérêt national autant que d'autres priorités. Il est temps donc qu'on s'asseye pour résolument mettre en œuvre la réforme qu'on annonce depuis. Merci à tous d'être passés. Merci à vous, madame. Et vivement le prochain plateau consacré à la lutte contre la corruption qui va cette fois-ci aller dans l'univers éducatif. À très bientôt. Merci.